nous avons une liste Salamanders dans le détachement Firestorm. Et ah que ça me fait plaisir de voir autre chose que de l'Ultramarines ou du Blood Angel. Allez, dans les personnages, on y retrouve Adrax Agathon, un lieutenant en épée et bouclier avec l'optimisation champion de l'humanité, un lieutenant avec armes combinées et un seigneur de guerre Vulcanestan. Du côté des transports dédiés, nous aurons 3 impulsors, 2 Razorback à chaque fois équipés des canons laser jumelés, ainsi qu'un Rhino. Pour ce qui est du reste de l'armée, 3 unités de 5 assauts intercesseurs avec leurs réacteurs dorsaux, un bloc de 6 Blade Guard, une unité de héros de compagnie, 3 unités de 5 dévastateurs à chaque fois équipés du multifuseur et 3 unités de 5 Infernus. La liste nous propose quelque chose d'atypique mais redoutablement bien pensé, centré autour de Vulcanestan, figure emblématique des Salamanders, et de sa capacité unique à améliorer la létalité des armes à fusion et à flamme, même lorsqu'elles sont tirées depuis un transport. Cette mécanique singulière devient ici le pivot d'une stratégie mobile et explosive. Que l'on appelle en anglais le drive-by shooting, comprendre, conduire un véhicule et tirer avec, à répétition, depuis des impulseurs et Razorback, transforme les Salamanders en une armée de frappe rapide et précise, loin des archétypes habituels de ce chapitre Space Marine. Le tout repose sur 3 axes. Les Infernus dans des impulsors, pour projeter à moyenne distance une saturation d'armes à torrent améliorée par Vulcan. Grâce à sa règle, les jets de blessures sont relançables, ce qui rend ces unités bien plus létales qu'on ne l'attendrait dans un châssis léger. Les Devastators embarqués dans des Razorback, capables de fournir un appui-feu solide et mobile, cela leur permet tout simplement de rester en sécurité tout en menaçant des cibles dès le premier ou deuxième tour selon le déploiement. Ainsi qu'une escouade de Blade Guard avec Adrax et son lieutenant, champion de l'humanité en embuscade, agissant comme une sorte de nuke de mêlée, c'est-à-dire une unité avec un très fort impact, capable de détruire des cibles monstrueuses en une seule phase. Le choix apporte un levier de pression décisif, surtout dans des match-ups avec énormément de résilience, tels que les Chevaliers du Chaos ou Impériaux, ou alors contre tout simplement des gros personnages, un peu comme les listes Démons du Chaos. L'ensemble fonctionne comme une force de frappe fluide et imprévisible, jouant sur les angles, les lignes de tir et une mobilité bien plus marquée que les Salamanders traditionnels. Pour ce qui est des forces de la liste, nous avons bien sûr la synergie de Vulcan et des transports, rare combo qui rend les armes à flamme extrêmement meurtrières tout en restant protégées. Il y a aussi une mobilité offensive assez élevée. Les Razorback et Impulsors permettent de menacer tout le champ de bataille assez rapidement. Une haute létalité très ciblée. Chaque escouade a un rôle clair, avec des outils puissants contre l'infanterie, les blindés ou alors les personnages. Et il y a une certaine surprise stratégique. L'unité de Blade Guard champion de l'humanité peut renverser une partie en un seul engagement décisif, mais aussi par l'archétype de la liste. Elle sort complètement de l'ordinaire. Pour ce qui est des limites, elle a une durabilité moyenne. Les transports sont solides, certes, mais une armée avec les bons outils peut les neutraliser avant qu'ils ne fassent leur travail. Il y a aussi une pression sur le positionnement. Pour maximiser le tir depuis les transports, il faut une planification fine des angles d'attaque. Et enfin, un match-up défensif difficile, contre des armées avec beaucoup d'endurance et de points de vie, ou de figurines, comme par exemple les Death Guard, les Necrons, etc. La saturation courte portée peut ne pas suffire. Ce sera une liste Necron dans le détachement Brisast. Dans les personnages, on commence avec une catacombe commande barge et son optimisation Dread Majesty, un destroyer X-Mark et l'optimisation Chrono Impedance Field, un Technomancer et en tant que seigneur de guerre, le roi silencieux. Ce qui est des autres unités, on aura un Canoptech Reanimator, une petite unité de 3 Canoptech Scarab, une araignée Canoptech, un bloc de 6 Canoptech Spectre, 3 arches du jugement dernier, un destroyer Locust, une petite unité de 3 Ophidiens Destroyers et enfin un Triarche Stalker. Le retour du détachement Brisastre marque un tournant pour les Necrons dans un environnement compétitif où les unités d'élite à 4 points de vie, comme les Terminators des Shroud, deviennent omniprésentes. La liste capitalise sur cette tendance avec les Arches du Jugement dernier. Les véhicules, dernièrement boudés, redeviennent pertinents dans une méta où la saturation de tir à PA élevé prend une grande importance.
Vous l'aurez compris, l'atout principal réside dans les arches du jugement dernier. Menacer des unités robustes à 4 points de vie ou plus grâce à leur profil de tir surchargé, punir les joueurs trop confiants dans leur blob d'élite, que ce soit la Death Guard avec leur Terminator, les Custodes avec leur Warden, les Blade Guard ou alors les Terminators en bouclier chez les Space Marines. Mais la subtilité de la liste ne s'arrête pas là. Elle s'appuie aussi sur les spectres, offrant une durabilité à toute épreuve grâce à leur invulnérable 4+, ainsi que leur insensibilité à 5+, et bien sûr leur mobilité, qui est idéale pour verrouiller la phase de mêlée ou contrôler l'espace sans s'exposer au tir. L'optimisation Chrono Impedance Field permet de projeter une arche du jugement dernier à découvert, en limitant les capacités de réponse de l'adversaire. Ce point est particulièrement important face à la pression qu'imposent les nouveaux drones Blight Launcher de la Death Guard. La Catacombe Command Barge, qui, outre son rôle de tireur, améliore le contrôle d'objectif via son aura de contrôle d'objectif, qui est un point souvent négligé chez les Necrons, mais fondamental dans des scénarios où le scoring au primaire se joue à peu de choses. Les unités ne se contentent pas de survivre, elles menacent activement, zonent efficacement et verrouillent les objectifs tout en forçant l'adversaire à jouer prudemment. Cela donne une armée résiliente, létale mais aussi technique, punissant sévèrement toute erreur d'engagement de l'adversaire. Pour ce qui est des forces de la liste, nous avons évidemment les arches du jugement dernier qui sont redoutables contre l'élite. Une réponse directe aux armées centrées sur des profils à 3 ou 4 points de vie. Les spectres, durables, mobiles, capables de bloquer la phase de combat ou d'interférer avec la mécanique de scoring, ainsi qu'une flexibilité de la commande barge grâce à l'amélioration du contrôle d'objectif. Elle possède de bons tirs, elle a un bon soutien défensif, notamment grâce à son optimisation. Pour ce qui est des limites, il y a quand même une faible saturation anti-horde. L'armée peut avoir du mal face à des armées très populeuses comme le culte Genestealers ou les orques. Elle a aussi une dépendance à la portée, c'est-à-dire que les arches du jugement dernier ont besoin de lignes de tir ouvertes pour fonctionner pleinement. Et il y a une durabilité conditionnelle. Les spectres et les arches du jugement dernier résistent bien, mais face à une agression précoce bien coordonnée, la perte d'un élément peut être difficile à compenser. Nous aurons une liste Death Guard dans le détachement Virulente Vectorium issu de leur tout nouveau codex V10. Dans les personnages, on commence avec un Biologus Putrifieur. On ajoute un Prince Démon de Nurgle à pied, avec l'optimisation Revolting Régénération, un Full Blight Spawn, un Seigneur de la Contagion avec l'optimisation Demon Weapon of Nurgle, un Seigneur de la Virulence, un Malignant Plaguecaster avec l'optimisation Furnace of Plagues. Et bien sûr, en tant que seigneur de guerre, le grand maître des papillons, Mortarion. Du côté des unités de ligne, nous aurons un bloc de 10 Plague Marines, en transport dédié, un Rhino, et pour le reste, une petite unité de 2 Chaos Spawn, une unité de 3 Death Shroud Terminator, 3 drones avec leur Blight Launcher lourd, un Miphytique, et enfin, grand classique, vous le verrez des listes Death Guard, 2 unités de 10 Poxwalker. La Death Guard explore les potentialités de leur tout nouveau codex, avec le détachement Vectorium, et cette version opte pour une orientation légèrement plus axée sur le tir que d'habitude. Le pivot de cette liste repose sur la synergie entre les drones, au nombre de 3 qui allient mobilité, volume de tir et létalité contre de multiples types de cibles, grâce à leur Lethal Hit et à un profil s'attaquant à divers types d'unités adverses. Le Seigneur de la Virulence octroie des relances à une unité. Appliquée à un drone, cela convertit son potentiel en certitude. Le recentrage vers le tir n'affaiblit absolument pas la Death Guard pour autant. L'armée conserve une présence en combat, avec l'unité de Plague Marines et de Terminator Death Shroud étant tout autant capable de tenir une position ou de dissuader l'adversaire de pousser sur les objectifs. Elle gagne surtout en projection, même si la distance reste dans le standard de la Death Guard, c'est-à-dire assez moyenne. Mais l'apport de létalité au tir rend les angles d'approche pour l'adversaire beaucoup plus complexes. Cette construction illustre une nouvelle phase pour la Death Guard. Sans renier la pression en phase de combat, elle capitalise davantage sur la fiabilité du tir, notamment avec un plan de jeu plus difficile à anticiper pour l'adversaire. Pour ce qui est des forces de la liste, nous avons déjà un trio de drones, létalité, mobilité, capacité à harceler ou à saturer efficacement. C'est un énorme point fort. Le Seigneur de la Virulence, qui améliore les phases de tir, augmente fortement la fiabilité du coup des létalites. Une pression hybride, alors cela veut dire que la liste reste dangereuse aussi bien en phase de mêlée, mais aussi en phase de tir. Et enfin, elle a une bonne adaptation au méta.
Les drones évitent les blocages classiques des listes d'élite, recentrés sur le corps à corps. Pour ce qui est des limites de la liste, il y a moins de tanking de zone, c'est-à-dire la présence d'une seule unité de Deshrod peut réduire la capacité à contenir une armée très agressive en mêlée. Désormais, on est plutôt sur des petites escouades de 3. La dépendance au Seigneur de la Virulence implique que sa perte peut drastiquement réduire la létalité des drones. Et enfin, des tirs efficaces mais à portée moyenne. Cette construction reste vulnérable aux attaques à très longue portée, comme peuvent le développer les Tau ou alors l'Astra Militarum. De nouveau, nous aurons une liste Death Guard dans le détachement Virulente Vectorium. Les personnages, on va passer assez rapidement car la liste ressemble beaucoup à la précédente. Un Biologus, un Prince Démon à pied avec l'optimisation Revolting Régénération, un Full Blade Spawn, 2 Seigneurs de la Contagion, le premier avec l'optimisation Furnace of Plague et le deuxième avec le Demon Weapon of Norgul. En Seigneur de guerre, le Maître des Papillons, Mortarion, et enfin, le Petit Typhus. Côté unité de ligne, nous aurons un bloc de 10 Plague Marines, en transport dédié, un Rhino, et pour le reste, une unité de 2 Chaos Spawn, 2 unités de 3 Terminators des Shroud, 2 drones avec les Heavy Blighter Launcher lourds, et 2 unités de Deep Oxwalker. C'est l'un des premiers événements post-Codex et déjà un signal fort de la part de la Death Guard, avec une version optimisée du détachement Virulent Vectorium. Cette construction montre clairement pourquoi cette version séduit autant. Elle permet de réunir toutes les meilleures fiches techniques de l'armée dans une structure cohérente, létale et résiliente. Le choix central est Mortarion. Il offre un Fight on Death, un combat en mourant, à une des unités autour de lui, ce qui est dévastateur sur des unités ultra résistantes comme les Deathshroud. Il force l'adversaire à faire des choix risqués en combat, puisqu'un échange défavorable est presque garanti face à des unités capables de frapper après la mort. Il soulage aussi la pression sur le reste de la liste. Il peut alors se concentrer au contrôle de la table et aux échanges rentables. Le cœur de la liste se repose aussi sur 2 unités de Deathshroud, accompagnées d'un Seigneur de la Contagion, désormais un meneur d'exception, qui améliore largement la létalité de son unité et provoque des attaques précoces via la capacité des Deathshroud, très difficile à encaisser. Un Prince Démon parfaitement intégré dans le plan de jeu du Vectorium. Il ajoute non seulement une aura pour utiliser plus facilement, par exemple un stratagème Disgustingly Resilient, réduisant de 1 les dégâts subis, mais il bénéficie également d'une insensibilité à 5+, avec son optimisation, le rendant quasi impossible à neutraliser sans un gros investissement des ressources de l'adversaire. Il offre aussi une protection contre le tir via la règle de couvert, renforçant l'aspect défensif du noyau de la liste. En soutien de ce socle de combat, on aligne 2 drones avec les Blight Launcher lourds, moins nombreux que dans la version précédente pour libérer des points. Leur profil de tir les rend performants contre de nombreux types de cibles. Leur mobilité et le gabarit de la figurine permet de prendre des angles habituellement difficiles pour de plus gros châssis. Ils profitent pleinement de l'accès au stratagème Overwhelming Generosity pour fiabiliser leur saturation et concentrer les dégâts sur les cibles importantes. Enfin, les Poxwalkers, désormais infiltrateurs pour un coût dérisoire. Ils apportent une couche de contrôle du champ de bataille dès le premier tour. Grâce au détachement, ils stickent les objectifs, forçant l'adversaire à venir rapidement. Cela devient un levier car si l'adversaire tarde trop, les Poxwalkers assureront le scoring. S'il avance trop tôt, l'adversaire s'expose à une punition brutale du pack central de l'armée, les Plague Marines dans leur Rhino. Le tout est renforcé par des outils techniques, comme Lich Spore Éruption, qui permet de retourner une situation en régénérant Mortarion, empêchant une prise d'objectif trop facile ou un échange défavorable. Cette construction se distingue par son équilibre entre résilience, projection et létalité sans sacrifier le scoring. Pour ce qui est des forces de l'armée, tout d'abord Mortarion, une menace constante qui amplifie toutes les unités de l'armée, notamment par ses 3 espèces d'auras qui ne sont forcément des auras, mais je pense que vous m'avez compris, et surtout sa capacité à encaisser les contre-attaques. Bien entendu les Deathshroud et le Seigneur de la Contagion. C'est une Alpha Strike dévastatrice, une synergie parfaite, surtout avec le Fight on Death de Mortarion. Le Prince Démon ayant une résilience exceptionnelle, pouvant profiter du stratagème -1 dégâts et offre un soutien de premier plan. Bien entendu les drones, mobilité, létalité, menace à distance moyenne. Bref, on en a déjà beaucoup parlé. Et enfin les Poxwalkers, contrôle précoce du terrain, notamment grâce à leur infiltration, pouvoir sticker les objectifs, et ils ont un excellent ratio coût et utilité. Oui, cela fait beaucoup d'avantages pour une seule liste.
Pour ce qui est des limites, il y a tout de même une dépendance à quelques unités clés. La perte prématurée de Mortarion ou du Prince Démon peut réduire fortement la létalité ou la résilience globale. Il y a aussi moins de redondance. En jouant Mortarion, on sacrifie un 3e drone et peut-être des plagues marines supplémentaires, ce qui peut peser sur les scénarios exigeant une large occupation du champ de bataille. Et enfin, il y a un manque de menaces longue portée. Comme beaucoup de listes Deathguard, la projection à grande distance reste limitée. Une petite parenthèse avant de continuer avec la suite des top lists. Si vous appréciez le contenu que je vous propose sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Ce sont des gestes simples, mais ils font vraiment la différence pour soutenir mon travail et m'aider à faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir quand vous faites vos achats sur MyHobbyPlace. Il vous suffit de sélectionner ma chaîne au moment de valider votre commande. MyHobbyPlace me reverse alors 5% en bons d'achat et j'en réinvestis la moitié directement dans les lots pour les tournois que j'organise pour la communauté 40K. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, j'ai également une page Tipeee. En la rejoignant, vous bénéficiez de plusieurs avantages, d'accès anticipé aux vidéos, un visionnage sans publicité et d'autres bonus exclusifs. En tous les cas, merci à tous pour votre soutien. C'est grâce à vous que je peux continuer à produire ce contenu et organiser toujours plus d'événements et de projets. Allez, je ne vous embête pas plus, on reprend avec la suite de la vidéo. Ce sera une liste Necron dans le détachement Dynastie éveillée. Dans des personnages, 3 seigneurs Scorpek. Le premier avec l'optimisation énergique d'Ermalband. Le second avec l'optimisation Phasal Subjugator. On ajoute un Technomancer qui lui aura l'optimisation Netherrealm Casquette. Et enfin en tant que seigneur de guerre, le roi silencieux. Pour le reste de la liste, on aura un Canoptech Reanimator, un bloc de 6 spectres, une unité de 2 Cryptotrals, une unité de 5 Deathmark, 2 arches du jugement dernier, une unité de 5 dépeceurs, un destroyer Locust, une unité de 3 destroyers Ophidiens, et enfin 2 unités de 3 destroyers Scorpek. Les Necrons en mode Go Wide Destroyer font un retour grâce au détachement Dynastie éveillée, transformant des listes déjà menaçantes en cauchemars pour les armées basées sur l'échange de ressources. Le moteur de cette construction, c'est surtout les résurrections de personnages, une mécanique signature de la Dynastie éveillée, obligeant les adversaires à les tuer 2 fois, ou à perdre le tempo en tentant de contourner l'inévitable. Cette version se distingue par un équilibre entre une saturation de mêlée via les destroyers, permettant de projeter une menace sur plusieurs fronts, la présence du roi silencieux jouant un rôle de pilier, car il offre un soutien dit de double phase, tir et combat, une synergie avec les unités proches via des améliorations, ignore les modifications, les relances, etc. Ainsi qu'un profil très résistant et une projection idéale pour verrouiller un passage ou tout simplement menacer un objectif critique. Nous avons aussi un bloc de spectres, ajoutant une couche de résilience et de mouvement très appréciée en Necron. Il y a leur invulnérable 4+, insensibilité 5+, et bien sûr leur mobilité. Ils permettent d'absorber les unités d'échange adverses ou de créer un tampon efficace pour protéger les unités importantes. Grâce aux stratagèmes et règles de la Dynastie éveillée, la mort d'un personnage n'est jamais définitive, forçant l'adversaire à compromettre ses ressources pour espérer nettoyer une menace, qui reviendra la phase suivante. Cela perturbe donc les plans d'échange habituels, et rend la lecture du tempo particulièrement difficile pour un adversaire non préparé. Pour les forces de la liste, bien sûr la résurrection des personnages. Vous avez aussi le Go Wide Destroyer, c'est-à-dire une projection multi-menace efficace contre la plupart des archétypes. Le roi silencieux, véritable pilier de la liste, il est durable et offre un soutien offensif indispensable. Les spectres, ils offrent un bloc mobile, résilient, parfait pour fixer l'adversaire ou défendre un flanc. Et enfin, vous avez un plan de jeu plutôt flexible, capacité à agresser ou défendre selon les besoins du scénario. Pour ce qui est des limites, il y a une durabilité conditionnelle. J'entends par là, une attaque bien coordonnée au premier tour peut infliger des dégâts dévastateurs si plusieurs unités clés tombent hors portée de résurrection, par exemple à cause d'une bulle de Vect. Vous avez besoin d'un bon positionnement, car vous devez maximiser les bulles de résurrection et de commandement qui demandent une excellente anticipation du jeu. Et enfin, moins de punch au corps à corps que certaines autres factions méta, comme les Custodes ou effectivement les Emperor Children, rendant certains match-ups très risqués si l'adversaire ferme la distance trop rapidement. On enchaîne ensuite avec une liste Thousand Suns dans leur détachement index. Oui, j'écris cette vidéo avant la sortie de leur codex. Donc dans les personnages, nous avons Ahriman, un sorcier exalté sur son disque avec l'optimisation Umbrellific Crystal, un maître infernal avec l'optimisation Arcane Vortex,
en seigneur de guerre, Magnus le Rouge, et enfin un prince démon avec l'optimisation Lord of Forbidden Lore. Du côté des unités de ligne, nous aurons un grand bloc de 10 rubriques marines, ainsi qu'une plus petite unité de 5. Pour le reste, sera très simple, faites attention, 2 bêtes Mutalis et 2 dogs carnivores. Voilà, c'est tout. En attendant la sortie très attendue de leur codex, les Thousand Sons décrochent une performance rare, mais remarquée grâce à une version index optimisée autour de menaces hybrides et une production élevée de blessures mortelles. Cette construction réussit à tirer le meilleur des vestiges de l'ancienne ère tout en exploitant des fiches techniques bien choisies issues du chaos. L'ossature de la liste repose sur 2 axes principaux, les carnivores et les bêtes Mutalis, apportant du volume, de la présence sur table et une résilience bienvenue pour compenser la fragilité des rubriques Marines ainsi que de leurs sorciers. Les carnivores permettent de projeter rapidement une pression en combat crédible, tout en forçant l'adversaire à se repositionner. Les Mutalis, quant à elles, combinent résistance, menace psychique et interférence de zone via leur capacité d'aura. Un outil parfait pour gêner les armées de contrôle comme la Death Guard ou les Necrons. Dans un environnement compétitif où de nombreuses menaces des listes, notamment les Death Shroud, misent sur la réduction des dégâts, notamment via des stratagèmes. Les blessures mortelles ignorent ce facteur et permet d'enfoncer des défenses autrement infranchissables. La liste a également l'intelligence d'éviter l'attention de l'overload psychique, c'est-à-dire qu'au lieu de saturer de sorciers plutôt fragiles, il mise sur une courte sélection d'unités solides, protégées par les bêtes et capables de répéter leur cycle de dégâts plusieurs tours durant. Pour ce qui est des forces, nous avons évidemment une production constante de blessures mortelles permettant de punir les unités d'élite malgré leur défense. Des unités tampons puissantes, carnivores et Mutalis, offrent une résilience, une projection et une grande nuisance chez l'adversaire. Vous avez un tempo équilibré, vous avez une bonne alternance entre le push frontal, via les carnivores et Mutalis, et un soutien à distance. Et enfin, un bon match-up contre la Death Guard pour le moment. Car bien sûr, nous sommes toujours sur l'index, et on attendra de voir ce que donnera le codex Thousand Sons plus tard. En tout cas pour l'instant, les dégâts non conventionnels déjouent effectivement la durabilité des Terminators. Pour ce qui est des limites, déjà on a un index vieillissant. Les outils sont limités par rapport au codex récent en matière d'options de jeu. Il y a aussi une durabilité centrale modérée. Les unités Thousand Sons restent vulnérables si le rideau de protection tombe trop tôt. Et il y a un manque d'options secondaires. Les scoring passifs sont plus durs à sécuriser face à des armées à forte présence. De nouveau, nous aurons une liste Death Guard, mais cette fois-ci dans le détachement champion de la contagion. Dans les personnages, grand classique, le Biologus Putrifieur. En optimisation, il aura le Final Ingredient. On ajoute un prince démon de Nurgle, 2 seigneurs de la contagion, un seigneur de la virulence, un Malignant Plaguecaster. Et en tant que seigneur de guerre, non, ce ne sera pas le maître des papillons, mais le grand maître boulier, le Taliman. Oui, parce qu'il compte et il prend note de tout. Bref, pour les unités de ligne, nous aurons un bloc de 10 Plague Marines et un plus petit de 5. En transport dédié, un Rhino, et pour le reste, 2 unités de 3 Death Shroud, 2 unités de 10 Poxwalker, 2 unités de 2 rejetons du chaos, un drone avec la moissonneuse, et bien sûr, 3 drones avec le Blight Launcher lourd. Le détachement champion de la contagion confirme son potentiel en capitalisant sur un socle d'infanterie solide combiné à des menaces létales et des mécaniques de dissuasion puissantes. Là où le détachement virulent de Vectorium joue la carte de la flexibilité, cette construction adopte une approche plus directe, verrouiller le centre de table, l'infecter et le tenir jusqu'à ce que l'adversaire plie ou meure. Les Death Shroud Terminator, améliorés par leur capacité de frappe en profondeur à 6 pouces, changent la dynamique des premiers engagements. L'adversaire se retrouve obligé de taper dans le vide entre guillemets ou de s'exposer à un contre immédiat meurtrier s'il ose s'approcher trop près du milieu de la table. Les Plague Marines, toujours aussi polyvalents, jouent leur partition de manière classique. Ils tiennent l'objectif, ont mal à courte portée et restent difficiles à déloger grâce à leur résilience et leur volume, notamment avec leur amélioration d'endurance à 6, ou peut-être le stratagème qui donne plus 2 en endurance. À vous de choisir. Le soutien à distance est assuré par les drones, équipés de leur Blight Launcher lourd, permettant d'ouvrir le feu sur les ennemis sans trop s'exposer grâce à leur petit gabarit, d'amorcer les échanges en grattant les unités adverses avant qu'elles n'atteignent la ligne de front, et autour de ce noyau, quelques unités assurent le contrôle des objectifs et de la validation des secondaires. Les Poxwalkers, jouant leur rôle de balayeurs de milieu de table à bas coût,
et ancre les objectifs secondaires tout en servant de tampon, mais aussi les rejetons du chaos, qui permet de réaliser les actions ou d'ouvrir les cordons adverses, ajoutant une menace inattendue dans les coins de la table. Cette construction démontre une vérité simple. Dans la compétition où beaucoup d'armées veulent jouer l'attrition sur les objectifs, la Death Guard peut imposer un tempo plus patient, grâce à sa présence centrale, ses capacités de punition contre les charges adverses, et la résilience de ses fiches techniques. Le choix du détachement champion de la contagion ne fait qu'amplifier cette logique, en rendant le moindre corps à corps potentiellement fatal pour un adversaire mal préparé. Ce qui est des forces, nous avons notamment les Death Shroud avec leur frappe en profondeur à 6 pouces. C'est une dissuasion énorme dans les premiers engagements. Nous avons aussi les Plague Marines, qui sont fiables et polyvalents, toujours aussi bons en prise d'objectif et à portée d'engagement. La liste possède aussi une belle pression du milieu du champ de bataille, et difficile à repousser sans subir de lourdes pertes. Et elle possède un équilibre entre saturation et menaces plus lourdes. Pour ce qui est des limites, il y a toujours cette mobilité restreinte, pas d'unités à haute vitesse ou de projection longue portée. Il y a une certaine sensibilité aux alpha strikes indirects. Si l'adversaire peut ignorer les lignes de vue, les unités clés peuvent être fragilisées. Pour finir, encore une liste Death Guard, et toujours dans le détachement champion de la contagion. Dans les personnages, nous avons le Biologus Putrifieur, avec son optimisation Final Ingredient, un Full Blight Spawn, un Seigneur de la Contagion, un Seigneur de la Virulence, le Malignant Plaguecaster, un Seigneur de Guerre, le Maître Boulier, le Taliman, et enfin, le Petit Typhus. Oui, j'aime bien dire petit, comme ça le rend un peu plus choupi. Allez, dans les unités de ligne, nous aurons 2 grands blocs de 10 Plague Marines en transport dédié, 2 Rhinos, et pour le reste, une unité de 2 rejetons du chaos, 2 unités de 3 Terminator Death Shroud, 3 drones avec les Blight Launcher lourds, un Miphitic et 2 unités de 10 Poxwalker. Tout comme le Virulent Vectorium, les champions de la contagion confirment leur montée en puissance avec cette nouvelle performance. Le détachement tire profit d'une boîte à outils redoutable combinant pression frontale, débordement des flancs et résilience brutale pour dominer des adversaires pourtant bien installés dans l'environnement compétitif. De regarder les résultats en bas à gauche de votre écran. La liste repose sur un socle de 2 Rhinos remplis de Plague Marines, une configuration classique des débuts de l'index Death Guard, mais toujours aussi efficace, si ce n'est bien plus avec le nouveau codex. Grâce au stratagème du détachement, cette base gagne en létalité et en contrôle. Vous avez un accès facilité au combat en premier, sans forcément investir dans les Full Blight Spawn, ce qui libère des points pour d'autres ressources. Vous avez aussi une meilleure flexibilité des afflictions, offrant un panel de debuffs dévastateurs au bon moment. Mais les véritables stars, ce sont les indiscutables drones avec le Blight Launcher lourd, sous la forme d'une triplette. Vous avez 3 châssis de force 10, devenant encore plus menaçants dans un monde où la contagion ramène les endurances 10 à 9. Contre des cibles comme les dogs des Chevaliers du Chaos, c'est un sacré changement dans la mécanique des listes Death Guard, en amenant une létalité stable sans avoir à forcer sur des prédateurs destructeurs très longtemps joués dans les listes traditionnelles de l'index. Les drones deviennent de véritables tueurs de monstres low profile, c'est-à-dire le profil des dogs des Chevaliers du Chaos ou des armigères chez les Chevaliers impériaux, qui sont en général difficiles à gérer pour l'adversaire. Autour de ce noyau, nous avons déjà vu précédemment les Death Shroud qui assurent une zone de menace dissuasive grâce à leur frappe en profondeur à 6 pouces, que nous avons doublé ici, les Poxwalker qui sont des infiltrateurs à bas coût, ils ancrent les objectifs dès les premiers tours et forcent l'adversaire à se dévoiler. Nous avons aussi les rejetons du chaos pour valider les actions des missions secondaires. Bref, grâce à la modulation de la résistance de l'ennemi via les contagions et une courbe de menace constante du tour 1 au tour 5, la liste impose un tempo brutal que beaucoup d'armées ne peuvent tout simplement pas suivre. Avant de passer aux forces et faiblesses, je tenais à dire que lors de ma review du Codex Death Guard, une petite minorité, visiblement très investie dans l'art de la mauvaise foi, a estimé que mon analyse manquait de pertinence. Et bien disons que j'ai toujours apprécié quand les résultats de tournoi viennent confirmer ce que j'avance. Donc, sans rancune, mais sans excuse non plus. Pour tous les autres, bien plus nombreux, ceux qui prennent un peu de recul, y compris certains joueurs Death Guard eux-mêmes, je vous vois et je sais faire la différence, restons simplement patients. On attend de voir comment la faction évoluera dans le prochain Manufactorum, en espérant que Games Workshop choisisse de la rééquilibrer intelligemment. Car sincèrement, j'aimerais qu'elle ne soit pas démontée à coups de nerfhammer que Games Workshop sait le faire. Le tout, c'est que la faction reste très largement jouable, toujours très résistante, mais où il faudra équilibrer certaines ressources.
Bref, passons aux forces et faiblesses. Pour ce qui est des forces, nous avons évidemment le triple drone avec les Blight Launchers lourds de force 10, qui répondent facilement aux unités endurance 10 baissant à 9 comme nous avons pu le voir précédemment. Vous avez aussi des stratagèmes dans le détachement qui sont ultra efficaces. Combat en premier, affliction ciblée, contre-attaque, franchement tout est là. Il y a aussi une durabilité couplée à la létalité, un rare équilibre qui fonctionne parfaitement dans les listes d'Esgard actuelles. Et enfin, évidemment, les Deshroud, l'interdiction de zone, vous verrouillez le milieu du champ de bataille et vous pouvez piéger les engagements adverses. Pour ce qui est des limites, toujours les mêmes, la mobilité, même avec les rhinos, la projection reste très linéaire, c'est-à-dire que l'adversaire peut facilement les calculer. Il y avait aussi une forte dépendance au stratagème dans ce détachement-là. Une mauvaise gestion des points de commandement peut freiner l'impact global, particulièrement si l'adversaire joue avec une Calidus par exemple pour infliger le Vect. Et enfin, une faible redondance anti-horde. Vous avez une saturation parfois beaucoup trop ciblée. Allez hop, moi aussi j'ai le droit de me lâcher un peu là sur mes vidéos, pas que les autres chaînes qui ont le droit.